Bonjour à toutes et à tous, voici la seconde vidéo de cette série sur les techniques anti-piratage sur les consoles de jeux. On a fait en premier la PlayStation, cette fois-ci on continue chez Sony avec la PlayStation 2. Comment la PS2 s'est protégée contre le piratage, et aussi on peut se poser la question si Sony a appris de ses erreurs avec la PlayStation. On va voir ça tout de suite, générique. La PlayStation 2 est sortie à l'aube du nouveau millénaire en 2000. C'est la deuxième console de Sony et également la deuxième console de la sixième génération. La première étant la Dreamcast, sortie en 1998. La PS2 comporte un processeur RISC nommé l'Emotion Engine, tournant à 300 MHz environ, et d'un GPU, le Graphic Synthesizer, ou GS, cadencé à 150 MHz. Enfin, la PS2 comporte un IOP, comme beaucoup de consoles ou de machines vous allez me dire, mais celui de la PS2 est assez spécial. C'est exactement le même processeur que celui de la PlayStation, pour, entre autres, optimiser la rétrocompatibilité. Et c'est encore, à ce jour, la console la plus vendue dans le monde. Sony abandonna le support CD de la PlayStation pour le DVD sur la PlayStation 2. Cela permettait bien sûr d'accroître la place dédiée au jeu. Pour rappel, un CD peut contenir environ 700 mégaoctets de données, alors qu'un DVD simple couche peut contenir environ 4 Go. Mais également, le support de DVD permettait à la PlayStation 2 de pouvoir lire des films sur DVD, agissant ainsi pour beaucoup de personnes comme leur premier lecteur de DVD. Les jeux étaient donc beaucoup plus immersifs et détaillés sur PlayStation 2 par rapport à la première PlayStation, grâce là aussi au support DVD, mais aussi avec une puissance de calcul très supérieure à la PlayStation. Maintenant que la PlayStation était devenue obsolète et que la protection anti-copie a été défaite, la PlayStation 2 est devenue un tout nouveau terrain de jeu pour les pirates. Déjà, petit aparté. Je n'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais beaucoup de personnes pensent que les disques PlayStation de couleur noire et les disques PlayStation 2 de couleur violette bleutée étaient protégés contre la copie à cause de leur couleur. En fait, il n'en est rien, c'est juste pour montrer à l'utilisateur qu'il a un disque original et non une réplique. Revenons à la protection anti-piratage sur PS2. Le processus d'authentification d'un disque PS2 est le suivant. Tout d'abord, la console démarre et charge son système d'exploitation en RAM. Ensuite, la console envoie une commande pour authentifier le type du disque. C'est là que le Mecacon, pour Mechanic Controller, entre en jeu. C'est une puce qui gère principalement le lecteur de DVD de la PlayStation 2, ainsi que la sécurité Magic Gate et aussi le décryptage de certains fichiers. Quand la console demande d'authentifier le disque, le Mecacon vérifie le type de disque et le compare à une liste préétablie. La PlayStation 2 ne peut accepter que certains types précis de disques, comme par exemple un CD audio, un CD PlayStation, un DVD vidéo ou un DVD PlayStation 2. Si le disque inséré n'est pas un de ces types, le Mecacon enverra un message de refus. Et ceci se traduira avec le fameux écran rouge de la mort de la PS2. Ce qui évidemment ne plaît pas vraiment aux pirates, car les disques gravés n'ont pas de type compatible. Pour rappel, un CD gravé a un type CDR, un DVD gravé a un type DVD-R. Et ce type ne peut pas être modifié car il est enregistré lors de la fabrication du disque en usine. Mais les pirates ont quand même trouvé un moyen de passer outre la vérification du Mecacon, en soudant une puce, la Messiah, pour lui faire croire qu'il doit accepter d'autres types de disques. Et vous allez voir que son fonctionnement, contrairement à son installation qui nécessitait une bonne vingtaine de soudures, est assez simple. Au lieu que le Mecacon vérifie si le type de disque est soit l'un, soit l'autre, la puce dit au Mecacon, pour résumer, de toujours accepter n'importe quel disque. Plus concrètement, si le Mecacon envoie un signal de refus, dans le cas d'un DVD-R d'insérer, la puce fait croire que le bit DVD-ROM est activé. Ce qui permet au BIOS de la console de considérer le disque comme étant un DVD PlayStation 2 valide et de commencer le processus de lancement du jeu. Mais malgré cela, un problème subsiste, car les disques PS2 sont également protégés contre la copie. Rappelez-vous, sur PlayStation,
Sony avait caché un microcode dans les subchannels du disque. Ce microcode contenait la région du disque, cette région était vérifiée au démarrage de la console pour authentifier le disque. Sony a donc fait évoluer ce concept sur la PS2. Le microcode, ce fameux Wobble Groove, existe toujours sur un DVD PlayStation 2, mais Sony a également ajouté une clé de chiffrement. Cette clé déchiffre une zone du disque, différente pour chaque jeu, qui contient le logo PlayStation 2. Ce logo est donc chiffré sur le disque, et la clé pour le déchiffrer est contenue dans le Wobble Groove. De plus, cette clé est également chiffrée avec le Product ID du jeu en question, et cet identifiant est également caché au sein du disque en lui-même. Si ce logo est correctement déchiffré, il s'affiche sans aucun souci au démarrage et le jeu se lance. Sinon, il apparaît avec des anomalies, voire même complètement illisible. Ceci peut être visible via émulateur par exemple, ou même sur une véritable console, modifiée cela va de soi, quand la région du BIOS n'est pas la même que celle de la région du jeu. D'ailleurs, sur une vraie console, il est possible que ceci empêche le jeu de démarrer, mais cela peut venir également d'une mauvaise qualité de gravure. Maintenant que nous avons vu un peu plus comment la PS2 authentifie les disques, voyons comment les pirates ont trouvé des moyens pour lire les disques non originaux sur la console. La réponse des pirates ne s'est pas fait attendre. À vrai dire, la PlayStation première du nom a été une des consoles les plus modées. Il est évident que la seconde génération soit très attendue par les modeurs et les pirates. On va tout d'abord parler de la NeoKey, un dispositif qui se branchait sur une des prises USB de la PS2 en conjonction d'un simple câble à souder à la carte mère. Malgré la simplicité d'installation, son utilisation était complexe et nécessitait dans certains cas un Action Replay ou un GameShark pour fonctionner. Ensuite, nous l'avons vu tout à l'heure, la puce Messiah, qui fut une des premières puces à déverrouiller le lecteur de la PlayStation 2. C'était une des puces les plus connues de la PlayStation 2. Son installation était complexe, avec pas moins d'une vingtaine de soudures. D'ailleurs, certaines personnes offraient leurs services et leur expertise aux plus offrants. Ce qui n'a pas du tout plu à Sony, vous en conviendrez. La troisième méthode, plus utilisée par les pirates, est de réutiliser la technique du swap de la PlayStation. Cette méthode, appelée Swap Magic, et créée principalement pour la PS2 Slim, consiste à changer de disque pour un disque gravé ou importé, par le biais d'un autre disque appelé Swap Magic et d'une modification matérielle de la console. En effet, cette technique implique de retirer le capot de la PS2 Slim, le remplacer avec un capot prévu par le Swap Magic et ainsi outrepasser les détecteurs d'ouverture. Et en termes d'utilisation, l'utilisateur insère le disque Swap Magic au démarrage de la console qui contient toutes les autorisations requises pour le Mechacon. Et une fois lancé, le disque demandera d'insérer un autre disque et le lecteur s'arrêtera. Une fois le disque inséré, qu'il soit gravé ou importé, le jeu se lancera normalement. Enfin, la meilleure des solutions est toujours celle qui ne nécessite pas de souder une vingtaine de câbles à la carte mère, et cette solution, c'est FreeMacBoot. FreeMacBoot est un programme remplaçant le système d'exploitation de la PlayStation 2. Voyez-vous, peu de personnes le savent, mais la PS2 peut être mise à jour. Grâce à un disque PlayStation, la mise à jour s'installait sur la carte mémoire de la console. Au démarrage de la console, elle vérifiait si les données système de la carte mémoire étaient plus récentes que la version de la console. Si cette version était plus récente, alors la console démarrait le système qui était sur la carte mémoire. Même si l'idée était bonne pour l'époque, il subsistait un problème. Si l'utilisateur retire la carte mémoire, la console revenait à sa version d'origine, et donc les différentes failles précédemment corrigées revenaient. On pourrait imaginer que Sony bloquerait certains jeux si la console n'était pas sur la bonne version, comme c'est fait à l'heure actuelle sur certaines consoles. Mais le souci c'est qu'à l'époque, avoir une carte mémoire était facultatif, et même certains kiosques dans certains endroits, comme des hôtels ou même des salles d'attente, avaient des PS2 sans carte mémoire. Donc bloquer certains jeux aurait été un frein pour ces kiosques, et donc contre-productif pour Sony. Cette volonté de mettre à jour la console a donc été abandonnée, mais la fonctionnalité en elle-même a été gardée. C'est ainsi que FreeMacBoot fonctionne. FreeMacBoot se fait passer pour une mise à jour du système, mais au lieu d'installer une mise à jour, c'est directement un menu avec plein d'options, dont évidemment l'option de lire des jeux sous format ISO depuis un disque dur externe, via les ports USB de la console, mais aussi depuis des disques gravés avec un format spécifique. ISR est un programme fonctionnant avec FreeMacBoot
qui permet de lire des jeux gravés sur DVD sans aucune modification matérielle de la machine. Souvenez-vous, même si FreeMapBoot est installé, toutes les sécurités sont encore activées, dont le Mekacon. Donc, comment fonctionne ISR? Comme indiqué dans la première partie, la PS2 peut lire des DVD vidéo. ISR utilise cette fonctionnalité pour outrepasser la sécurité du Mekacon. Lorsque l'utilisateur ouvre l'application ISR et insère un disque gravé au format ISR, le programme va faire croire à la PS2 qu'un DVD vidéo a été inséré. Une fois l'authentification faite, ISR monte la partition de jeu et laisse ensuite la console exécuter le programme. Et c'est ainsi que les disques gravés peuvent être lus sur une PlayStation 2 totalement dénuée de modifications matérielles. Comme vous l'avez vu, la PS2 a été attaquée de toutes parts par les pirates. Tout d'abord avec des solutions matérielles, donc via la Messiah ou via d'autres solutions comme la Neokey, mais aussi avec des solutions plus élégantes, attaquant directement le logiciel de la PlayStation 2 avec FreeMapBoot, en utilisant la carte mémoire, etc. Sur ce, je vous laisse, on se dit à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos, peut-être une vidéo sur la Dreamcast, qui sait. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Ciao!